Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une sévère déconvenue pour Paris et pour Berlin et aussi pour Bruno Le Maire qui portait le projet à bout de bras. Eh bien, la Commission européenne a mis son veto à la fusion entre Alstom et le géant allemand Siemens. Pour Bruno Le Maire, ça aurait permis de contrebalancer le poids d'un autre géant ferroviaire, le chinois. Il dit que c'est une erreur politique et économique. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est d'abord évidemment un échec de la France et de l'Allemagne qui ne parviennent pas à remettre, si j'ose dire, l'Europe sur les rails. Que vient de faire la Commission ? Elle vient d'empêcher la création d'un Airbus ferroviaire au niveau européen pour pouvoir concurrencer les autres, les Chinois, les Américains. Et donc aujourd'hui, elle considère que le danger viendrait d'Alstom et Siemens qui produiraient 35 trains par an, mais elle ne dit rien quand elle regarde China Railway, grande société chinoise, qui en produit 230 et qui commence à en vendre en Europe. Et donc c'est une honte que la Commission européenne vienne de faire le jeu de la Chine. Et moi, c'est cette Europe-là dont nous ne voulons plus. C'est ça ce que je veux dire. Cette Europe qui nous enquiquine sur l'heure d'été, dont on n'a rien à faire, et qui ne s'occupe pas des enjeux stratégiques. À quoi ça doit servir l'Europe ? À rendre nos nations plus fortes, à nous protéger vis-à-vis de l'extérieur, à faire en sorte que nous ayons demain les géants technologiques, les géants industriels, les géants scientifiques qui nous permettent de concurrencer. Sinon, nous allons devenir une colonie chinoise, une colonie américaine, une colonie indienne. Et si on a construit l'Europe, si on doit réorienter, refonder l'Europe, non pas en sortir, mais refonder et réorienter l'Europe, c'est justement pour éviter ce genre d'aberration. Il y en a ras-le-bol de ces commissaires qui ne tiennent jamais compte de la réalité des peuples. Et je vais vous dire... Attendez, vous parlez de Margrethe Vestager, on est d'accord, la commissaire à la concurrence, elle ne fait qu'appliquer les règles de la concurrence qui ont été voulues par qui ? Par les États. Ce sont les États qui ont été d'accord pour établir ces règles-là. Je suis bien d'accord, mais ces règles-là, elles datent d'avant l'effondrement du mur de Berlin, ou presque, en tout cas du siècle dernier. Alors il faut changer les règles. Et il faut changer les règles. Et les élections européennes, elles devront servir, de mon point de vue, à deux choses. D'abord, changer les règles pour qu'on réoriente l'Europe et qu'elles servent à construire notre puissance, à protéger nos salariés dans une compétition mondiale où on a en face de nous des géants continentaux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut désormais que les commissaires soient individuellement responsables devant le Parlement européen. Parce que si, au Parlement européen, demain, il y avait des gens qui disaient on renvoie cette commissaire européenne parce qu'elle voue un culte ultralibéral à l'Europe. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est la concurrence, même quand elle est déloyale. Et là, elle est en train de créer les instruments d'une concurrence déloyale des Chinois contre les Européens. Le pire, c'est que ça s'est déjà produit par le passé. Est-ce que ça n'aurait pas pu faire monter les prix pour les compagnies ferroviaires ? Et évidemment, ça en découle de l'augmentation des prix des billets pour les consommateurs. Les principaux clients, qui sont effectivement les compagnies ferroviaires, n'y voyaient pas d'objection. Mais le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé avec Péchinet il y a une vingtaine d'années. Et Total, Péchinet a été racheté par un groupe canadien. C'est arrivé quand Aérospatiale, une entreprise française, a voulu racheter Havilland, une entreprise canadienne, et finalement ce sont les Américains qui l'ont racheté parce que l'Europe l'a empêché. À force de ne regarder que le marché interne, on vit dans un autre temps et surtout on perd des emplois, on perd des entreprises. Combien de temps encore on va laisser l'Europe, sans la réorienter comme nous le souhaitons, continuer à dilapider le capital industriel, le capital technologique, le capital humain que nous avons sur notre continent, que nous devons défendre ensemble. Je vois que vous tirez à boulet rouge sur la Commission, mais est-ce que ce n'est pas un mauvais signal que l'on envoie aux eurosceptiques ou tout simplement aux populistes à 3 mois de l'élection européenne ? Mais attendez, moi je défends l'Europe parce que c'est une nécessité, on ne peut pas peser, regardez dans quel état sont les Anglais, 67 millions seuls face au monde, ils sont désormais impuissants et pourtant c'est une nation comme la France. Non, mais vous critiquez l'Europe. Pardon, mais ce n'est pas parce que je critique l'Europe que je veux en sortir. Ceux qui prétendaient, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, quelques autres, Monsieur Wauquiez, que c'est de sortir ou de casser l'Europe qui est la solution. La réalité, c'est que quand on regarde ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, on voit qu'au contraire, ça nous affaiblit, ça ne renforce pas notre nation. Mais il faut aussi transformer l'Europe. Et pour moi, la solution n'est pas dans la sortie, elle est dans la transformation de l'Europe. Les élections européennes doivent être l'occasion. D'une certaine façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas dans cet hémicycle qu'on peut faire basculer la Commission et lui faire changer d'idée. C'est en allant à Strasbourg, c'est en allant à Bruxelles qu'il faut mettre la Commission au pied du mur, qu'on change les règles, ou sinon, ils doivent dégager et vite. Alors très bien. Alors vous avez été reçu, comme tous les chefs de parti, hier par Emmanuel Macron. Est-ce que la question de l'ISF a été mise au cœur des discussions que vous avez eues avec le chef de l'État ? Et est-ce qu'on a parlé des niches fiscales ? Parce qu'il y a peut-être un rapport entre le fait que le président ne veuille pas revenir sur l'ISF et le fait que Gérald Darmanin propose de raboter les niches fiscales, non ? Alors j'ai eu un entretien de 2 heures avec le président de la République que je ne vous raconterai pas en détail ni en 2 minutes. Mais on a évoqué en réalité le besoin à l'issue du grand débat et c'est ce sur quoi il voulait nous consulter,
le besoin de réponse. On entend parler référendum, sortie institutionnelle. Mais enfin, ce n'est pas la question qui a été posée par les Français, c'est pas la question... C'est la justice fiscale aussi. C'est la justice fiscale, la justice sociale, dans quelles mesures économiques et sociales. Et moi, je lui ai suggéré plusieurs points. Le premier point, c'est de faire en sorte qu'on ne limite pas les hausses des retraites à 0,3% ces deux prochaines années. Parce que ça veut dire que les retraités, ils perdent 3 points de pouvoir d'achat, ce qui est énorme. Certains d'entre eux étant encore pénalisés par la CSG, malgré les annonces du mois de décembre. Sur l'ISF. Deuxième chose, j'y viens tout de suite. Deuxième chose, si on veut rendre de l'argent aux Français, il faut par exemple baisser la TVA sur l'eau et sur l'électricité, parce que si on le fait sur des produits différents, c'est les commerçants qui peuvent garder l'argent. Sur l'ISF, moi je considère que c'est un mauvais impôt, ou plus exactement que c'était un mauvais impôt. C'était un impôt idiot et injuste. Idiot parce qu'il faisait fuir un certain nombre de gens riches, et quand Johnny Hallyday est parti en dehors de la France, les 30 millions d'euros qu'il payait, c'est nous qui les avons payés, puisqu'il n'était plus là pour le faire. Et je préfère qu'il reste, qu'il en paye même un peu moins. Mais alors comment répondre aux Gilets jaunes, dont c'est une des revendications majeures? On ne doit pas répondre à une demande quand elle est démagogique et qu'elle est à côté de la plaque. On doit mieux faire contribuer les plus riches, mais l'ISF était un mauvais impôt. Et je répète, Johnny Hallyday, j'aurais préféré qu'il paye 25 millions en France plutôt que nous payons les 25 millions en question. Et c'était un impôt injuste, parce que figurez-vous que les grandes fortunes, Monsieur Dassault, Madame Bettencourt, ne payaient pas l'ISF. Mais par contre, votre pharmacien du coin, l'artisan, la profession libérale, qui fait sa retraite en réalité avec du patrimoine, cet hémicycle, même quand elle considère que le danger viendrait avait fait une mission flash pour dire attention danger. La vie associative est bousculée, attention danger, ça ne tiendra pas dans les quartiers. En tout cas, là j'entends les emplois francs, je m'interroge sur la capacité d'abord... C'est les emplois dans des quartiers défavorisés. Mais oui, alors c'est bien. Le président les a vantés d'ailleurs à Évry-Courcouronnes pour une fois, cette semaine. Il recule, et il faut qu'il recule encore plus. Sauf qu'en milieu rural, pas de solution. Et moi, ça m'inquiète parce que la vie associative au milieu rural, c'est aussi du vivre ensemble. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat. Élodie Jacquier-Laforge, députée Modem de l'Isère, Sébastien Jumel, député GDR de Seine-Maritime. Dans 10 minutes, vous allez pouvoir suivre les questions au gouvernement sur LCP. Pour l'heure, vous retrouvez Daniel Sportiello et son invité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver juste après les questions au gouvernement. C'est à vous, Daniel. Oui. Merci Brigitte, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une sévère déconvenue pour Paris et pour Berlin, et aussi pour Bruno Le Maire qui portait le projet à bout de bras. Eh bien, la Commission européenne a mis son veto à la fusion entre Alstom et le géant allemand Siemens. Pour Bruno Le Maire, ça aurait permis de contrebalancer le poids d'un autre géant ferroviaire, le chinois. Il dit que c'est une erreur politique et économique. Qu'en pensez-vous? Alors c'est d'abord évidemment un échec de la France et de l'Allemagne qui ne parviennent pas à remettre, si j'ose dire, l'Europe sur les rails. Que vient de faire la Commission? Elle vient d'empêcher la création d'un Airbus ferroviaire au niveau européen pour pouvoir concurrencer les autres, les Chinois, les Américains. Et donc aujourd'hui, elle considère que le danger viendrait d'Alstom et Siemens qui produiraient 35 trains par an, mais elle ne dit rien quand elle regarde China Railway, grande société chinoise, qui en produit 230 et qui commence à en vendre en Europe. Et donc c'est une honte que la Commission européenne vienne de faire le jeu de la Chine. Et moi, c'est cette Europe-là dont nous ne voulons plus. C'est ça ce que je veux dire. Cette Europe qui nous enquiquine sur l'heure d'été, dont on n'a rien à faire, et qui ne s'occupe pas des enjeux stratégiques. À quoi ça doit servir l'Europe? À rendre nos nations plus fortes, à nous protéger vis-à-vis de l'extérieur, à faire en sorte que nous ayons demain les géants technologiques, les géants industriels, les géants scientifiques qui nous permettent de concurrencer. Sinon, nous allons devenir une colonie chinoise, une colonie américaine, une colonie indienne. Et si on a construit l'Europe, si on doit réorienter, refonder l'Europe, non pas en sortir, mais refonder et réorienter l'Europe, c'est justement pour éviter ce genre d'aberration. Il y en a ras-le-bol de ces commissaires qui ne tiennent jamais compte de la réalité des peuples. Et je vais vous dire... Attendez, vous parlez de Margrethe Vestager, hein, on est d'accord, la commissaire à la concurrence, elle ne fait qu'appliquer les règles de la concurrence qui ont été voulues par qui? Par les États. Ce sont les États qui ont été d'accord pour établir ces règles-là. Je suis bien d'accord, mais ces règles-là, elles datent d'avant l'effondrement du mur de Berlin, ou presque, en tout cas du siècle dernier. Alors il faut changer les règles. Et il faut changer les règles. Et les élections européennes, elles devront servir, de mon point de vue, à deux choses. D'abord, changer les règles pour qu'on réoriente l'Europe et qu'elles servent à construire notre puissance, à protéger nos salariés dans une compétition mondiale où on a en face de nous des géants continentaux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut désormais que les commissaires soient individuellement responsables devant le Parlement européen. Parce que si, au Parlement européen, demain, il y avait des gens qui disaient on renvoie cette commissaire européenne parce qu'elle voue un culte
ultra-libérale à l'Europe. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est la concurrence, même quand elle est déloyale. Et là, elle est en train de créer les instruments d'une concurrence déloyale des Chinois contre les Européens. Le pire, c'est que ça s'est déjà produit par le passé. Est-ce que ça n'aurait pas pu faire monter les prix pour les compagnies ferroviaires? Et évidemment, ça en découle de l'augmentation des prix des billets pour les consommateurs. Les principaux clients, qui sont effectivement les compagnies ferroviaires, n'y voyaient pas d'objection. Mais le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé avec Péchinet il y a une vingtaine d'années. Et Total, Péchinet a été racheté par un groupe canadien. C'est arrivé quand Aérospatiale, une entreprise française, a voulu racheter Havilland, une entreprise canadienne. Et finalement, ce sont les Américains qui l'ont racheté parce que l'Europe l'a empêché. À force de ne regarder que le marché interne, on vit dans un autre temps et surtout on perd des emplois, on perd des entreprises. Combien de temps encore on va laisser l'Europe, sans la réorienter comme nous le souhaitons, continuer à dilapider le capital industriel, le capital technologique, le capital humain que nous avons sur notre continent, que nous devons défendre ensemble. Je vois que vous tirez à boulet rouge sur la Commission, mais est-ce que ce n'est pas un mauvais signal que l'on envoie aux eurosceptiques ou tout simplement aux populistes à 3 mois de l'élection européenne? Mais attendez, moi je défends l'Europe parce que c'est une nécessité, on ne peut pas peser, regardez dans quel état sont les Anglais, 67 millions seuls face au monde, ils sont désormais impuissants et pourtant c'est une nation comme la France. Non, mais vous critiquez l'Europe. Pardon, mais ce n'est pas parce que je critique l'Europe que je veux en sortir. Ceux qui prétendaient, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, quelques autres, Monsieur Wauquiez, que c'est de sortir ou de casser l'Europe qui est la solution. La réalité, c'est quand on regarde ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, on voit qu'au contraire, ça nous affaiblit, ça ne renforce pas notre nation. Mais il faut aussi transformer l'Europe. Et pour moi, la solution n'est pas dans la sortie, elle est dans la transformation de l'Europe. Les élections européennes doivent être l'occasion. D'une certaine façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas dans cet hémicycle qu'on peut faire basculer la Commission et lui faire changer d'idée. C'est en allant à Strasbourg, c'est en allant à Bruxelles qu'il faut mettre la Commission au pied du mur, qu'on change les règles, ou sinon, ils doivent dégager et vite. Alors très bien. Alors vous avez été reçu, comme tous les chefs de parti, hier par Emmanuel Macron. Est-ce que la question de l'ISF a été mise au cœur des discussions que vous avez eues avec le chef de l'État? Et est-ce qu'on a parlé des niches fiscales? Parce qu'il y a peut-être un rapport entre le fait que le président ne veuille pas revenir sur l'ISF et le fait que Gérald Darmanin propose de raboter les niches fiscales, non? Alors j'ai eu un entretien de 2 heures avec le président de la République que je ne raconterai pas en détail ni en 2 minutes. Mais on a évoqué en réalité le besoin à l'issue du grand débat, et c'est ce sur quoi il voulait nous consulter, le besoin de réponse. On entend parler référendum, sortie institutionnelle. Mais enfin, ce n'est pas la question qui a été posée par les Français, c'est pas la question... C'est la justice fiscale aussi. C'est la justice fiscale, la justice sociale, dans quelles mesures économiques et sociales. Et moi, je lui ai suggéré plusieurs points. Le premier point, c'est de faire en sorte qu'on ne limite pas les hausses des retraites à 0,3% ces 2 prochaines années. Parce que ça veut dire que les retraités, ils perdent 3 points de pouvoir d'achat, ce qui est énorme. Certains d'entre eux étant encore pénalisés par la CSG, malgré les annonces du mois de décembre. Sur l'ISF. Deuxième chose, j'y viens tout de suite. Deuxième chose, si on veut rendre de l'argent aux Français, il faut par exemple baisser la TVA sur l'eau et sur l'électricité, parce que si on le fait sur des produits différents, c'est les commerçants qui peuvent garder l'argent. Sur l'ISF, moi je considère que c'est un mauvais impôt, ou plus exactement que c'était un mauvais impôt. C'était un impôt idiot et injuste. Idiot parce qu'il faisait fuir un certain nombre de gens riches, et quand Johnny Hallyday est parti en dehors de la France, les 30 millions d'euros qu'il payait, c'est nous qui les avons payés, puisqu'il n'était plus là pour le faire. Et je préfère qu'il reste, qu'il en paye même un peu moins. Mais alors comment répondre aux Gilets jaunes, dont c'est une des revendications majeures? On ne doit pas répondre à une demande quand elle est démagogique et qu'elle est à côté de la plaque. On doit mieux faire contribuer les plus riches, mais l'ISF était un mauvais impôt. Et je répète, Johnny Hallyday, j'aurais préféré qu'il paye 25 millions en France plutôt que nous payons les 25 millions en question. Et c'était un impôt injuste, parce que figurez-vous que les grandes fortunes, Monsieur Dassault, Madame Bettencourt, ne payaient pas l'ISF. Mais par contre, votre pharmacien du coin, l'artisan, la profession libérale, qui fait sa retraite en réalité avec du patrimoine immobilier, lui, il le payait. Donc cet impôt était idiot. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire contribuer les plus riches? Oui, notamment, on peut regarder la tranche d'imposition, on peut regarder les niches fiscales, 100 milliards de niches fiscales aujourd'hui. Il ne faut pas toucher, par exemple, aux familles qui emploient du personnel. Il a déjà dit, le ministre des Comptes publics, on ne touchera pas à cela. Mais heureusement, sinon on fait du travail au service à la personne, il ne faut pas toucher à ce qui se passe. C'est les 9% des Français les plus riches qui seraient éventuellement sa cible. Alors c'est ce qu'il dit, on verra bien à l'exercice, mais pas toucher à l'outre-mer, pas toucher à ce qui concerne le domaine environnemental, on a besoin de transition énergétique, pas toucher à l'outre-mer parce que sinon, en réalité, ça vous coûte plus cher que ce que vous défiscalisez. En clair, en budget, ça coûte plus cher que ce que vous faites en est-ce que ça suffira de toucher aux niches fiscales pour montrer aux Français, qui sont quand même demandeurs d'une grande justice fiscale, pour montrer qu'on va vers de la justice fiscale? Est-ce que c'est suffisant? La moitié de la population française ne paye pas d'impôts. Et donc forcément, quand vous allez sur les niches fiscales, vous allez sur la partie peut-être des 10% ou des 15% qui gagnent le mieux leur vie et qui doivent pouvoir faire un effort pour faire en sorte de respecter
une règle républicaine simple. Quand vous travaillez, ou que vous avez travaillé, vous devez pouvoir vous en sortir. Et s'il y a eu cette crise dite des Gilets jaunes, qui a beaucoup changé de nature depuis, mais au départ, c'était tous ces gens qui, travaillant ou ayant travaillé, n'arrivaient plus à s'en sortir. En clair, ils disent, la règle du jeu de la République, elle est faite pour que je perde à tous les coups. Je ne veux pas jouer un jeu où je perds à tous les coups. Donc que les plus riches contribuent un peu par un impôt plus intelligent que l'ISF, qui était un impôt imbécile et injuste, à ce moment-là, ça me paraît valable et ça permet de redistribuer du pouvoir d'achat. 6,5 milliards, par exemple, de disponibles, enfin qu'on pourrait distribuer aux Français à travers ce que je propose, la baisse de la TVA sur l'eau et l'électricité, deux biens de consommation indispensables à toutes les familles et qui permettraient de donner un bol d'air en plus à tout le monde. Alors que pensez-vous du sévère avertissement de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques de la France? La Cour des comptes pointe notamment le fait que le président ait trouvé 11 milliards, ou il ne les a pas trouvés, j'en sais rien, 11 milliards d'euros pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, ça veut dire que le président tient bien les comptes, le porte-monnaie de la Maison France ou pas? Non, la difficulté d'ailleurs ne vient pas de là. La difficulté vient que juste après son élection, il n'a pas engagé de train d'économie qui permettait de réduire la dépense publique. Mais la Cour des comptes pointe bien les 11 milliards d'euros. D'accord, mais on ne peut baisser les impôts ou ajouter, entre guillemets, c'est ce à quoi revient les décisions du mois de décembre, on ne peut baisser les impôts des Français qu'à une condition, c'est de baisser la dépense en face. Parce que sinon, la baisse d'impôts que vous faites, c'est vos enfants qui vont la payer. Qui accepte dans notre pays, on l'accepte depuis trop longtemps, mais qui accepterait encore qu'avec 2300 milliards de dettes, on finance en réalité ce dont on a besoin aujourd'hui sur le dos de nos enfants, au risque que eux ne puissent plus subvenir à leurs besoins. Mais quand on passe d'une prévision de 2,8 à 3,2 de déficit public, est-ce que c'est inquiétant? Bien sûr que c'est grave, puisque je le répète, on a 2300 milliards de dettes et on vient de décider d'en faire 10 de plus. Nous avions fait, nous, une proposition. Cette année, il y a 20 milliards de transformation de ce qu'on appelle le crédit impôt, emploi, compétitivité, vers une baisse des charges pérennes. Il suffisait d'en faire la moitié cette année seulement et on n'aurait pas eu cette augmentation du déficit, laissant au gouvernement le temps d'engager enfin des économies sur son fonctionnement pour qu'on puisse baisser les impôts, donner du pouvoir d'achat aux Français sans alourdir la dette. Donc sur ces économies, vous dites c'est pas clair, on n'a pas de chiffres. Mais c'est évidemment tout sauf clair et aujourd'hui ça n'est pas financé autrement que par de la dette. Et la dette, le président de la République le disait pendant sa campagne, il le disait au début de son mandat, ce n'est pas responsable, ce n'est plus responsable, ce n'est même plus supportable. On va vers l'accident comme ont connu la Grèce, l'Italie et d'autres.